quelque chose auquel il faut être préparé parce que la pollution, c'est extrêmement difficile à gérer. La pollution, elle est partout, comme on l'a vu. Bon, l'eau est polluée, le sol est pollué. Il peut y avoir également une pollution atmosphérique, mais le problème, c'est surtout le sol, l'eau, les nappes phréatiques. Et chaque fois qu'il y a une épidémie, surtout d'épidémies liées à des micro-organismes transmis par l'eau, c'est extrêmement difficile à gérer. D'autant plus que l'on se heurte à une méconnaissance très fréquente des autochtones concernant les règles de prévention. On a la même chose avec Ebola, c'est une autre nature. On a ce problème très important avec les épidémies de choléra, mais aussi d'hépatite A. On parle tout le temps du choléra parce que le choléra a une incubation très courte. Donc, avec le choléra, tout se passe très très vite. Mais la contamination est la même avec le virus de l'hépatite A, et je sais qu'il y en a beaucoup avec la fièvre typhoïde et gastroentérite aiguë virale de l'enfant. Donc, pour répondre à votre question, la pollution, c'est une situation que l'on rencontre habituellement en médecine humanitaire et à laquelle il faut être préparé pour pouvoir la gérer efficacement. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Merci. Et il faut profiter de la pollution pour faire une formation éducative, voilà, puisqu'on parle de formation. Merci. Il y a beaucoup de messages à faire passer, mais ça ne s'improvise pas du tout. Il faut vraiment être très très bien formé à cette formation de la gestion d'une pollution. Voilà. Merci, Dr. Dr. Je veux simplement inviter Mme Cash, je n'ai pas oublié, mais de venir ici. Parce que je vais garder sa place d'ailleurs. Tu as été au Liban, ton sujet est particulièrement particulier. Parce que la table ronde sert aussi à poser des questions aux orateurs. Voilà, c'est l'occasion, parce que la journée va bientôt. On n'a pas poser toutes les questions aux orateurs. Bon, il faudrait en profiter pour reposer des questions éventuellement. Alors, pas mal ont dû partir pour des raisons professionnelles, mais c'est peut-être l'occasion, effectivement, avant de conclure la journée, l'occasion de poser des questions ou de revenir peut-être sur un point ou nous faire partager un témoignage. On va prendre l'avis du docteur. Pollution et médecine humanitaire. Vous qui nous avez parlé de l'impact de l'eau sur les dialyses. Oui. Moi, il y avait quelque chose que m'ont rapporté les habitants de la Cisjordanie et de Gaza, tous avec la même conviction. Ils me disent tous, notre maladie du rein vient de l'eau. Donc ils sont tous persuadés que l'insuffisance rénale qu'ils ont, c'est l'eau qui est responsable de ça. C'est pour dire quel est l'impact que vit la population, les difficultés, la détresse vis-à-vis de ces ressources. Il manque d'informations surtout. Oui, et il manque d'informations, je suis tout à fait. Mais dans l'imaginaire populaire, c'est vraiment quelque chose qui pour eux est dramatique, ce manque d'eau, cette eau polluée, et donc toutes leurs maladies viennent de l'eau. Et effectivement, ces problèmes de pollution qui sont en train de s'aggraver, et manque d'eau et pollution, surtout des nappes phréatiques, comme nous l'a raconté Najma Fares ce matin, ce sont des choses auxquelles il faut se retourner pour l'avenir et trouver des moyens de réutilisation, de purification. Certes, c'est consommateur d'énergie, mais il y a aussi les panneaux solaires, il y a pas mal de choses. Il faut, je crois, que le problème de manque d'eau soit réfléchi dans une stratégie de réutilisation des rejets. C'est très important de les purifier, de les réutiliser parce que l'eau aujourd'hui existante, malheureusement, est polluée et la pollution va continuer certainement à s'aggraver par les usines et les rejets qu'il y a, par son manque, le manque d'eau potable. Et tous les Gazaouis, par exemple, sont persuadés qu'ils boivent une mauvaise eau, qui est une eau coupée, ce qu'ils appellent coupée. Ils viennent dans les hôpitaux pour remplir leur bidon d'eau parce que les puits des hôpitaux sont un peu protégés, mais en fait les puits, beaucoup sont remplis par des camions citernes qui
viennent de... Personne ne sait où exactement. C'est sûr, la désalinisation de l'eau, mais ça, moi je ne suis pas un expert, mais il y a certainement une stratégie pour l'avenir à imaginer. Un, réduire la consommation, déjà elle est faible, vous l'avez tous remarqué, et deux, elle est très polluée, donc c'est un challenge extrêmement difficile. Oui, d'ailleurs, on aurait dû avoir un expert aujourd'hui, le docteur Gorab, c'est ça, qui est spécialiste en référence d'usine de dessalement à Gaza, me semble-t-il, qui n'a pas pu être là, qui aurait pu nous en parler. On viendra à vous, docteur Gaillet, si vous voulez bien. On va donner la parole au docteur Emaoun. Qu'est-ce que ça vous est... Oui, et pollution d'une manière générale, est-ce qu'il est temps... On a parlé de Gaza, on a parlé du Yémen. Il est temps peut-être qu'on puisse utiliser à Gaza les moyens modernes de purification de l'eau, du recyclage de l'eau, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Et même du recyclage de tous les déchets organiques, dont les excréments, qui sont utilisés dans certains pays pour faire de l'énergie, etc., etc. Moi, à mon avis, je ne suis pas spécialiste, mais ce serait quand même bien pour une espèce de camp de concentration d'utiliser le maximum de moyens pour pouvoir avoir un minimum d'autonomie. Oui. Et puis, petite mention, là, c'est du coup mon cœur algérien qui reparle aussi. Le choléra on a eu des cas de choléra en Algérie il y a quelques semaines. C'est pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, mais oui. Mais bon, c'était vraiment une toute petite épidémie, probablement parce que il y a des gens qui défèquent partout, etc. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu la marque de fabrique des campagnes dans le Maghreb et peut-être même dans le monde arabe. Il n'y a pas beaucoup de toilettes, il n'y a pas beaucoup de trucs, donc on va faire ces selles n'importe où. Les résultats des courses, c'est ça. Ils ont même accusé les pastèques, si tu te souviens. Mais bon, c'est vrai que les pastèques, ça peut ramener ça, mais c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Les gens qui ne lavent pas les pastèques vont se contaminer leurs mains et puis vont manger des saloperies. Et en plus, il y a une mode qui existe en Algérie où le vendeur vous ouvre la pastèque qui n'a pas lavé avec un couteau pour vous montrer qu'elle est vraiment bien rouge, que vous pouvez la consommer. Et donc, il va introduire des germes, je suppose. Je parle sous ton contrôle. À mon avis. Et donc, bon, mais ça, c'est pas tout à fait la même raison, mais le Gaza et la Palestine en général, c'est extrêmement dramatique et il faudrait que tout le monde puisse en être conscient et prendre le problème à bras le corps. Parce que, en plus, c'est un petit morceau d'un puzzle. Et le puzzle est beaucoup plus grand, puisque la bataille de l'eau va se faire dans quelques années entre la Turquie, la Syrie, l'Irak, Israël, le Liban, la Jordanie, à cause de l'Euphrate et du Tigre. Et on va avoir de gros soucis. Pour reprendre le thème développé par M. Fontaine, qui est plus avec nous, c'est l'eau est véritablement un enjeu du conflit israélien-palestinien. C'est l'enjeu du XXIe siècle. Hein. Ça va plus être le pétrole, ça va être l'eau. Et dans cette région, ça va être probablement catastrophique. Et à mon avis, beaucoup de conflits qui sont dans cette région ont pour origine le problème de la distribution de l'eau. Beaucoup de pays peuvent disparaître parce qu'ils n'ont pas d'eau. Merci pour votre troisième coup de gueule, j'ai noté. J'ai compté. Docteur Gaillet, vous vouliez peut-être... Je n'ai que des coups de gueule. Ah oui, je commence à vous connaître, docteur Emaoun. Oui, docteur Gaillet, vous vouliez rajouter peut-être... Je voulais réagir à la parole des insuffisants rénaux quand ils disent « notre néphropathie chronique vient de l'eau ». Ne peut-il pas y avoir tout de même un fond de vérité? Je pense qu'il y a des néphropathies chroniques chimiques, des métaux lourds... Il ne faut peut-être pas quand même éliminer complètement cette idée. Si, mais ça reste quand même par rapport au diabète, à l'hypertension, une part extrêmement faible. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait des biopsies, qu'il y ait des diagnostics de fait. Oui. En général, ils arrivent en dialyse, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Ils arrivent en urgence, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de prévention. Donc c'est là où il y a un aspect très important. C'est de faire la prévention et éduquer les gens. Par exemple, le fait que, pour revenir au problème de l'eau, donc ça qui impacte l'agriculture. Donc si les gens ne mangent pas des légumes et des fruits, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger des chips. Et c'est ce qu'ils mangent pendant les séances de dialyse, c'est ce que j'ai vu moi. Ils mangent des chips et des boissons sucrées. Et
connaissant le potentiel de dénutrition des patients dialysés, ça ne les arrange vraiment pas. Les chips, c'est très salé. Si tous les enfants palestiniens dans les camps et à Gaza mangent des chips, c'est sûr qu'on aura une génération de futurs dialysés en perspective. Tu voulais ajouter quelque chose ? Je vais commenter un petit peu parce que la question, c'est quoi le rôle des médecins humanitaires dans la pollution de l'eau? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que médecins, qu'association humanitaire, face à la pollution, aux problèmes que nous avons constatés toute la journée? Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose, franchement, parce que c'est une problématique multifactorielle. Le premier facteur, c'est le problème social. La guerre au Yémen, à mon avis, c'est une cause de la pollution de l'eau. Les conflits, la pollution de l'Euphrate en Irak, avec les événements récents à Basra, il y a quelques semaines, ils sont dus à la pollution de l'eau avec des dizaines de milliers d'intoxiqués. Donc la pollution de l'eau, c'est dû à la corruption dans ce pays-là. Donc l'homme, le médecin, ne peut pas simplement proposer des solutions aux problèmes dont l'origine n'est pas strictement médicale. Ce n'est pas le comportement humain du malade qui cause problème. C'est le comportement de la société et les conflits régionaux. Tant qu'il y a des guerres, des conflits, nous, on ne peut pas résoudre des problèmes. On ne peut que mettre des pansements et d'essayer, dans des endroits comme à Gaza, aller essayer d'améliorer le traitement, amener des trucs, machin. Mais on ne peut pas résoudre un problème dont les origines absolument nous échappent. Donc vraiment, il faut qu'on soit un petit peu modeste et revenir à notre rôle de médecin humanitaire. La formation, nous, notre rôle, c'est de former les médecins sur place, aider au mieux pour qu'ils puissent mieux soigner leurs malades, y compris sur le plan de formation, d'information, etc. On ne peut pas agir sur les facteurs politiques. Docteur Gailly, je vous en prie. Ce que vous dites est vrai concernant les médecins de médecine de spécialité, mais ce que vous évoquez, c'est tout de même l'affaire des médecins de santé publique, puisque ça fait partie de leur domaine d'intervention, c'est-à-dire de contribuer à la santé publique, y compris en agissant sur la pollution environnementale et hydrique. C'est là où c'est le lieu de rencontre de la médecine clinicienne et de la santé publique en général. Ce sont les médecins de santé publique. Voilà. Des questions? Oui. Alors, je ne sais pas si on a un micro à vous tendre. La jeune dame juste en arrière, à côté droit, s'il te plaît. Présentez-vous, si ça vous ennuie pas. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous faites. Donc, moi, je m'appelle Majda, j'ai 21 ans et je suis étudiante en médecine en 4e année. Et j'avais une question, pas forcément sur l'eau, mais sur la médecine humanitaire de manière générale. Nous, en tant qu'étudiants, comment on peut se rendre utile? Est-ce qu'on doit attendre d'être diplômé pour aider les personnes en difficulté? Ou bien, en tant qu'étudiant, on peut avoir un rôle à jouer dans ces zones-là? Merci. Donc, la réponse au docteur Badran, peut-être en qualité de président de Palmet. Je vais essayer de répondre. Déjà, que vous soyez là avec nous aujourd'hui, voilà, c'est très bien. Nous, on aimerait, quand on fait de la formation, de développement de notre activité, qu'il y ait des médecins, des jeunes médecins qui sont l'avenir. Nous, on va un jour partir, on ne pourra pas rester le seul à faire la médecine humanitaire. Donc, les nouvelles générations, vous devez suivre, si vous le voulez, l'exemple devant vous. Hein. Est-ce que vous allez suivre? Et donc, votre rôle maintenant, c'est de former vous-même. La meilleure façon d'aider votre pays, c'est de vous aider vous-même déjà. D'être un bon médecin qui a juré de soigner ses malades en toute honnêteté et soigner l'humanité aussi. Alors, vous ajoutez l'humanité, là, vous serez un vrai médecin humanitaire. Donc, l'avenir, c'est pour vous. Le temps passe. Mais maintenant, votre rôle, c'est d'apprendre d'être un bon médecin, point à la ligne. Je reprends Lisa, parce que peut-être que la question de cette étudiante de médecine était, est-ce qu'elle peut aujourd'hui, avant d'être diplômée, effectivement, partir? Comment peut-elle aider éventuellement? Est-ce qu'elle peut faire de la médecine ou partir sur des missions humanitaires? Voilà, nous, en tout cas au sein de Palmet, on n'a pas des missions de 3 ans, 4 ans de médecine. On envoie des gens qui veulent apporter leur expérience. Donc on envoie ceux qui ont le plus d'expérience possible. On n'envoie pas les jeunes pour former. Pas du tout. Mais les jeunes peuvent accompagner
pour nous accompagner pour apprendre. Donc je reviens à dire que la formation, l'apprentissage, c'est votre rôle. C'est apprendre. Vous pouvez apprendre, bien sûr, votre médecine à la faculté, mais aussi la médecine humanitaire en participant à ces réunions-là, en participant aux campagnes qu'on peut faire en France. Éventuellement, on peut vous amener avec nous, etc. Mais vraiment, pour être utile, il faut déjà être vous-même ce que vous voulez. Parce que, oui, Lisa, on a beaucoup parlé des missions humanitaires à l'étranger, mais je rappelle qu'une des prérogatives de Palmed France, c'est entre autres il y a beaucoup de missions de consultation dans les camps de réfugiés. Et vous avez ouvert des consultations comme ça sur Paris, la région parisienne. Donc c'est peut-être l'occasion de venir se frotter un petit peu, voir un petit peu, découvrir la médecine humanitaire ici, parce qu'on a tendance à penser que la médecine humanitaire c'est à l'étranger. Non, ça peut être à la porte en bas de chez soi. Une autre question? Oui, je vous en prie, docteur Yacoub. En fait, c'est un témoignage, docteur Yacoub, de l'Est de la France, de Forbach. C'est un témoignage que je vous apporte concernant mes interventions dans les camps palestiniens au Liban. Et c'est bien Gaza, on parle, bien sûr, si vous voulez, c'est le premier range, mais il y a également les camps palestiniens au Liban. Et je voudrais attirer votre attention sur 2 points. Le premier point, c'est l'infrastructure. Dans ces camps, il est d'un très mauvais état. Vous imaginez que l'eau de usure, si vous voulez, il est à ciel ouvert. C'est-à-dire que dans les petits couloirs entre les maisons, ça coule. À ciel ouvert, il n'y a même pas si vous voulez, des canalisations fermées. Et deuxième point, concernant, si vous voulez, où il part l'eau usée. Alors, dans ces conditions, je vous dis, il y a énormément de maladies. Et il s'ajoute à ça un point concernant le rôle de l'UNRWA, que personne n'en a parlé. On est en train de réduire plus en plus le rôle de l'UNRWA et des fonds nécessaires pour maintenir quand même un niveau sanitaire dans les camps palestiniens, chose qui est inadmissible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'éducation, il y a même l'infrastructure à améliorer dans les camps palestiniens. D'autant plus qu'il y a plus en plus une concentration des gens. Vous savez, le camp de Badawi, où il y avait 5000 habitants il y a 40 ans, maintenant il y a environ 50 000. À un moment donné, il y avait 80 000 quand il y avait la guerre en Syrie et les réfugiés qui sont venus du camp du Yarmouk, où avant il y avait concernant le Tal Za'atar ou Sabra et Shatila, c'est toujours des zones où il y a un peu moins d'insécurité, les gens viennent se réfugier, mais dans des conditions complètement déplorables. Les gens qui vivent sous si vous voulez, les escaliers. Une famille, et moi je l'ai vu, une famille de 4-5 personnes, ils vivent sous l'escalier. Vous imaginez? Comment? Ils n'ont même pas de eau de robinet, je ne sais pas où ils le cherchent. Donc ça, c'est des raisons directes de la détérioration, si vous voulez, d'état de santé des habitants dans ces camps. Donc ça, c'est... Je t'en prie. Oui, en fait... j'ai eu l'occasion de voir les camps palestiniens au Liban. J'ai vu celui de Badawi et celui de Saïda. Effectivement, on est étonné de voir dans un pays comme le Liban cette misère, il faut le dire, et ce sous-développement. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, ces camps sont au Liban, mais ne font pas partie du Liban, quoi. Parce que hors des camps, oui, c'est des ghettos. Moi, je parlerais même d'un apartheid aussi. C'est clair qu'un Palestinien réfugié n'a pas le droit. Il a besoin d'un permis de travail. Et il y a beaucoup d'emplois qui lui sont inaccessibles. Il ne peut pas être médecin, même s'il est médecin, il ne peut pas exercer. Il ne peut pas être avocat, il ne peut pas être ingénieur. Il peut être chauffeur, il peut être jardinier, et sinon rien d'autre. Donc de ce fait,
même un Palestinien qui aurait un peu les moyens d'améliorer sa qualité de vie, en fait, il ne peut pas le faire parce qu'il lui faut des tas d'autorisations et rien ne lui appartient. S'il construit une maison, à sa mort, il ne peut pas la léguer à ses enfants. Ça, c'est complètement injustifié. Et l'autre injustice, c'est par rapport aux jeunes. La jeunesse, je pense, elle est comme la jeunesse de Gaza. Elle vit dans une prison parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils ont beau faire des études, au bout du compte, il y a certains emplois qui leur sont assignés, ils n'ont pas accès, et on ne leur donne pas de visa pour aller travailler à l'étranger. Ça, c'est complètement dramatique, et c'est une jeunesse complètement désespérée. Ils tournent en rond, ils ne savent pas quoi faire. Ça, c'est un point qui est très choquant de voir une population assignée à résidence et ils n'ont pas d'autre choix que de végéter dans les camps, quoi. Alors, l'autre chose, c'est qu'à Beyrouth, par exemple, on peut penser que la médecine est accessible, sauf que tout est payant, tout est extrêmement cher. Je prends l'exemple des fistules. Un Palestinien qui a le malheur d'avoir une insuffisance rénale, il se fait faire une fistule à l'extérieur parce qu'il n'y a pas on ne fait pas de fistule dans les hôpitaux ou les structures palestiniennes. Et bien, une fistule, ça lui coûte $3 000. $3 000, c'est énorme pour. Et en fait, au moins si c'était du bon travail, parce que tout est à refaire, tout est à revoir en matière de fistule. Donc, comme on disait, il faudrait absolument organiser quelque chose pour sauver ces fistules et apprendre aux médecins palestiniens à faire des fistules. C'est partie du rôle de Palette, si vous voulez, dans son organisation des missions humanitaires que nous organisons et nous partageons, participons à ce travail pour apporter notre connaissance. Ayant eu l'occasion de venir ici en Europe et apprendre certaines techniques, arriver à un certain niveau, si vous voulez, scientifique, c'est d'apporter ça dans les camps palestiniens pour, si vous voulez, aider la population à améliorer leur état de vie. Il le faut, c'est une urgence. Hein. C'est vraiment une urgence parce que les patients sont en souffrance. Et de toute façon, si on ne règle pas rapidement ce problème-là, ils finiront par décéder les uns après les autres. Parce que qui dit mauvaise fistule, dit mauvaise dialyse et mortalité à court terme. Hein. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Oh, écoutez, on va peut-être prendre... Samir, oui, une petite question pour finir. D'accord. Je mets mes lunettes, je t'ai vu, Karine. D'accord. Docteur Lalali, je t'en prie. Donc, je voulais une question à Docteur Gaye. Dans ces zones comme ça, que pensez-vous de l'eau de Javel dans l'eau? Est-ce que ça peut éradiquer des virus, des bactéries ou des... L'eau de Javel est un des désinfectants les plus puissants que l'on connaisse. Effectivement, elle est puissamment bactéricide, virucide, fongicide, même sporicide, mais elle est très, très toxique pour le corps. Donc, mais à des concentrations raisonnables. Vous faites allusion en fait à des concentrations buvables, c'est-à-dire une concentration d'eau de Javel que l'on puisse boire. À ce moment-là, ce sont des concentrations très faibles et qui sont déjà beaucoup moins bactéricides. Bon, il y a des produits pharmaceutiques pour cela. Oui. Hydroclonazine et micropure qui sont à base de chlore, mais qui sont des produits quand même assez faibles. Face à une forte concentration de bactéries, vous ne pourrez tout de même pas obtenir une eau exempte de micro-organismes. Mais c'est une possibilité, mais très difficile à doser. Très difficile à doser. C'est pour ça que je pense dans des zones comme ça, est-ce qu'il ne faut pas opter dans un premier temps de la solution eau de Javel? Et ça me semble effectivement être une bonne solution, mais une solution très temporaire. Parce qu'il ne faut surtout pas boire de l'eau chlorée pendant une longue période. Mais effectivement, dans une situation de crise, d'urgence, quand il y a un risque infectieux important avéré, c'est une solution acceptable. Tout à fait. Merci. En plus,
de l'option qui consiste à faire bouillir l'eau, évidemment. Mais ça coûte de l'énergie. Et puis après, il faut le temps de la laisser refroidir. Enfin, voilà, c'est les deux options. Finalement, le chlore et l'ébullition. Alors, Karim, une question du docteur Salti, si vous voulez. Raouf Salti, je suis chirurgien urologue. Donc, je reviens à la pollution. Donc, c'est vrai, il y a un état de lieu, donc avec le manque d'eau, etc. Mais il faudrait quand même savoir que toutes les missions que j'ai effectuées à Gaza ou en Cisjordanie, j'opère beaucoup d'anomalies congénitales. Donc, je commence à me poser la question. On a parlé de Tchernobyl, surtout en Alsace, avec l'augmentation de cancer thyroïde, etc. Est-ce qu'il n'y a pas cette pollution qui était quand même faite par un État armé qui essaye ses armes, les pompes de phosphore et compagnie sur les populations, qui n'a pas pollué aussi l'eau, la terre, tout ce qu'on veut, et l'air, et qui a créé ce type d'anomalie qui est maintenant, il est en train de fabriquer une génération mal formée, si on peut dire, comme maintenant aujourd'hui, pendant les manifestations, il tire sur les membres inférieurs des manifestants seulement pour ne pas les tuer, parce que quand il est mort, il part, mais il y en a d'autres qui peuvent courir, donc il voulait créer une génération handicapée qui peut être aussi quelque chose handicapant pour la société. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse sur cette pollution. Merci beaucoup, docteur Salti. Alors, il va falloir conclure malheureusement parce que la journée est passée vite en votre agréable compagnie. J'ai un dernier message. Avant de quitter la salle, on me demande de vous rappeler de laisser les lacets les porte-badges, en fait, les petits lacets, les laisser à l'accueil. Il y a un conteneur qui est prévu à cet effet juste en sortant de la salle. Alors, avant de vous donner rendez-vous, j'imagine l'année prochaine, à peu près la même date, docteur Badran, sur un sujet que vous pouvez déjà un petit peu évoquer ou pas encore? Oui, bien sûr. On prend date? Enfin, en espérant l'année prochaine, au mois d'octobre, à peu près le même délai, qu'on puisse tenir une nouvelle journée médicale franco-palestinienne. J'attends de vous, si vous le souhaitez, participer dans le choix des thèmes, des sujets. Vous avez le site jpfmc.org sur Internet, JP comme journée palestino, FMC franco et française, MC médicale et chirurgicale. Vous pouvez laisser des notes, des idées qu'on puisse après voir dans quelle optique on va l'année prochaine. Mais je pense que ce sera on ne va pas rater la 5e, on en a fait déjà 4. On fera la 5e sûrement. Et puis, bon, cette journée particulièrement est une des vitrines du travail de l'association, mais l'association travaille toute l'année, donc vous avez également possibilité de soutenir l'association de différentes manières. Là, je vous renvoie sur le site de PalMed France. On va faire une courte pause pour remettre dans quelques minutes le prix de l'action humanitaire 2018. Alors, c'est pas moi, malheureusement, je viens de l'apprendre. Voilà. Ça fait tous les ans, on offre un prix d'action humanitaire depuis 3 ans. Donc, cette année, on va faire la même chose. Et il y a notre ami, le docteur Abou Assam, Mohamed Salim, qui était là tout à l'heure, qui va nous offrir un gâteau, un truc, pour fêter l'événement. Mais je ne sais pas où, ça doit être à l'extérieur. Donc, je vous remercie, là, on va peut-être clore la journée. Je vous remercie, je remercie toutes celles et tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Ça nous a été vraiment très utile d'écouter tous ces orateurs extraordinaires et de voir tous ces gens intéressés par la médecine humanitaire. La médecine humanitaire, pour moi, c'est la médecine. Il n'y a pas de médecine et médecine humanitaire, c'est la médecine humanitaire. Par définition, la médecine, c'est pas un métier simple, c'est un métier particulier qui est par définition humanitaire. Donc, faire de la médecine humanitaire, c'est pas faire autre chose que la médecine toute bête. Je veux dire que la médecine humanitaire enrichit, au contraire, la médecine classique. La médecine classique travaille avec des méthodes, et la médecine humanitaire, vu les conditions dans lesquelles il exerce, il travaille, dans des conditions difficiles, de tremblements de terre, des catastrophes naturelles, de guerre, et elle fait à ce que la médecine tout entière évolue et avance. Donc notre rôle, c'est pas de faire une autre médecine, mais de faire avancer toute la médecine. Et merci. Alors ça, c'est pas un cadeau pour moi, je vous rassure. Secret d'État. Ça n'explose pas, rassurez-vous.
Cette année, on a, j'ai le droit de le dire, c'est bon? Le gâteau, c'est dehors alors. Qui arrive? On a la photo. Voilà. C'est un symbole, et juste pour vous faire... Cette année, nous avons le grand plaisir d'offrir notre prix de l'action humanitaire à notre ami, très cher ami, Alexandre Carsanti. C'est un chirurgien vasculaire. Vasculaire et thoracique, qui venait de l'hôpital Tenon initialement, qui est actuellement à Marne-la-Vallée, et qui malheureusement, suite à un accident de sport, a été opéré, et donc ça l'a empêché de venir, évidemment, ici. Carsanti, vous le voyez sur l'image, hein, c'est à droite, il est en train d'opérer en bas. Et c'est quelqu'un qui était parti en Cisjordanie à Hébron, qui était parti à Gaza à plusieurs fois, et qui est parti, je crois, aussi en Thaïlande, au Birmanie. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur ouvert, et que c'est ça. Pour lui, offrir, donner, c'est vraiment sa vie. Donc nous n'avons pas hésité une seconde dans le choix. Il y avait des choix multiples, mais Alexandre, avec les événements récents à Gaza, etc., a montré vraiment un courage extraordinaire. Il est parti un jour, on l'a appelé, il y avait une urgence, il est parti du pied levé comme ça, et le lendemain il était là-bas. Et donc c'est quelqu'un qu'il faudrait effectivement remercier et encourager. Son exemple, c'est un jeune chirurgien, malheureusement, il n'est pas avec nous, hein, et nous le saluons, et nous lui souhaitons un bon rétablissement rapide et qu'il retrouve sa place dans notre association. Voilà son prix. Alors c'est pas, voilà, le prix de l'action humanitaire, peut-être qu'il n'est pas très clair. A beaucoup travaillé, travaille toujours. Ils méritent tous le prix de l'action humanitaire, mais il fallait bien choisir un, parce que c'est l'idée même, le principe même de personnaliser. Donc je pense aussi, en son nom, ça touche la totalité de l'équipe de l'hôpital Tenon, médecins et infirmiers. Voilà, merci beaucoup. Donc je laisse ici en attendant de le voir et de lui donner son prix. Merci, Dr Badran. Donc, on va conclure sur cette remise du prix de l'action humanitaire, cette 4e édition, 4e journée. Peut-être le temps de vous dégourdir un peu les jambes. Et puis, c'est dans une petite heure, Nizar, c'est ça le spectacle musical? Alors, bien sûr, là, après le prix, le petit gâteau qu'on va manger, c'est avoir un sable de bien. Il arrive. Et il sort le boulevard. Voilà. Donc, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai vu la photo. Hein, là, il faut goûter pour prouver que c'est un chef-d'œuvre. Donc, on va le goûter sûrement. Après, il y a Abir Hamad, que tout le monde connaît sûrement, qui va avec son équipe, son groupe, sa troupe musicale et de danse, nous faire la joie de nous enlever cette fatigue peut-être de la journée, hein, en voyant une troupe palestinienne, française d'Abke, sur la musique de la Palestine. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que vous connaissez déjà ça. Et donc, on va après, ça va être immédiatement après. Hein. Je ne sais pas à quelle heure exactement, peut-être à 18h. Normalement, c'était prévu à 18h, à 17h30. Donc, on a le temps de sortir, de revenir. Il y a la fête de la fin de notre journée, avec le gâteau de Palmet qui va arriver. Donc la fête commence. Merci. Merci à tous. Abou Essam, Mohamed Salem, c'est, j'allais dire, le fondateur de Palmet, donc on lui reconnaît quand même cette qualité. En 2008, il était le premier, parmi les premiers à avoir eu l'idée de créer l'association. Donc, en cette qualité, il est chargé tous les ans de préparer le gâteau. Le gâteau, c'est ça? Merci, merci à vous.